Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 5 septembre 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme annoncé, et comme pour une grande première, nous retrouvons sur le plateau de TV Finance Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes fondateur et président du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous très régulièrement pour nous proposer des valeurs d'investissement ou de trading, ou nous déconseiller des valeurs d'investissement ou de trading sous l'angle d'un match très souvent France-Italie. Mais là, on élargit un peu. On va voir que ce match englobe désormais un peu plus de 3-4 équipes, l'équipe allemande, l'équipe italienne, française et danoise. En l'occurrence, on va commencer par le secteur de l'automobile. Richard. Alors on a vu dans nos actus que le secteur d'automobile était un peu en train de rentrer dans l'œil du cyclone. De nombreux constructeurs, je dirais premium, sont en train d'annoncer des revirements stratégiques. Pour autant, j'ai l'impression que chez Ferrari et Porsche, c'est pas le cas. Est-ce que Ferrari vous semble l'être? Est-ce que vous êtes inquiet pour Ferrari, Richard? Alors Ferrari, à vrai dire, c'est une société qui est totalement différente du monde de l'automobile. C'est d'abord du luxe, c'est essentiellement du luxe, et je crois qu'il ne faut même pas la considérer comme une société qui fait de l'automobile. On en avait parlé en février, et j'avais émis un avis très positif sur cette valeur-là. Et actuellement, et on voit dans le graphique qui vient d'apparaître, on voit le moment où j'en avais parlé, et j'étais très positif. Et finalement, on voit bien qu'elle a performé depuis, en 6 mois à peu près. Elle a fait 24% de progression encore. Elle est à son top. Alors je dirais que techniquement, quand on regarde bien le graphique, on voit quand même qu'il y a un couloir qui s'est bien mis en place depuis longtemps, un couloir haussier, où on est en train de taper dans la borne haute. Alors à vrai dire, on a bien vu hier sur la séance d'hier que la plupart des valeurs luxe, tout le secteur luxe a fortement baissé, mais j'ai vu une bougie chez Ferrari, il y a encore de l'acheteur. On verra bien. Toutefois, je propose dans ce graphique une petite idée, c'est que on a, juste après mon intervention de février, on a travaillé un petit gap très longtemps qui a été un support, et on voit un autre gap qui a été ouvert il y a peu de temps et qui est autour de 400 €. Et peut-être que c'est un moment où il faudra l'observer. Une fois que les marchés, alors moi je suis dans une idée où septembre sera compliqué, donc voilà où les marchés pourraient, aller encore envoyer le dossier un peu plus bas, mais voilà, la tendance est extraordinaire. Pour moi, Ferrari, c'est une des plus belles valeurs en Europe. Et je dirais qu'on n'est plus vraiment dans l'automobile, on est vraiment dans l'ultra-luxe. On est dans l'ultra-luxe, ce qui n'est peut-être pas le cas de Porsche, justement, comme on va voir dans un instant. Juste pour terminer sur Ferrari, vous n'êtes pas le seul. Alors, hasard ou non, en tout cas, vous n'êtes pas le seul à y croire, puisque les analystes financiers, depuis votre intervention, n'ont fait que revoir à la hausse leurs perspectives de bénéfices sur le titre, pour le groupe Ferrari. Donc, effectivement... Ça fait 12 ans que ça dure. Voilà, mais parfois, il y a des creux dans les perspectives de résultats. Là, en tout cas, elles sont toutes revues à la hausse. Du coup, effectivement, c'est très encourageant. On va basculer sur Porsche. Alors, Porsche, c'est un de vos flops pour le coup. Porsche qui, effectivement, à l'image là du secteur automobile mondial, rencontre d'énormes difficultés, d'autant plus que l'activité industrielle allemande est elle aussi également impactée. Comme quoi, il y a une bonne relation entre la géopolitique et peut-être la macroéconomie, puis finalement, à un moment donné, les industriels ont des problèmes. On voit que Porsche a des grandes difficultés. Le graphique parle par lui-même. J'étais déjà très négatif quand on était intervenu en février sur le sujet. Alors, à vrai dire, Porsche, c'est une belle entreprise. Il n'y a strictement rien à dire, qui a des belles perspectives d'avenir, qui annonce des belles choses. Le problème, c'est Volkswagen. Volkswagen était vraiment un boulet à la roue de la voiture, et qui fait que on s'en sort pas chez Porsche. Et l'idée de séparer Porsche vraiment du groupe Volkswagen, ils ont essayé, ils ont introduit Porsche il y a assez peu de temps, et puis finalement ça marche pas, parce que au contraire, Ferrari avait vraiment séparé, le groupe, c'était Fiat Chrysler, avait vraiment séparé Ferrari totalement. Là, c'est pas le cas. Ils sont tellement imbriqués l'un dans l'autre, ils se soutiennent. Porsche aide parfois Volkswagen aide parfois mais Porsche. Là, le boulet, c'est Volkswagen, on l'a bien compris. Volkswagen qui a annoncé des fermetures. Alors, c'est la première fois en plus de 80 ans des fermetures en Allemagne, d'usines en Allemagne. Bien sûr. C'est un signe assez important. Et je crois hier, le CEO de Volkswagen a dit nous ne sommes plus compétitifs. Tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Porsche impacté par l'industrie allemande est en difficulté. Porsche l'exprime à travers son cours de bourse, et je suis pas du tout positif. Même actuellement, même si le cours de bourse n'arrête pas de baisser, moi je vois pas du tout pourquoi il arrêterait de baisser. Alors techniquement, ça peut rebondir, mais
Mais vous n'êtes pas effectivement pas confiant, et pareil, les analystes financiers qui suivent le dossier revoient régulièrement depuis janvier 2024 leur perspective de bénéfices à la baisse pour le groupe. On bascule alors on reste dans le secteur du luxe, cette fois-ci on va parler de Prada. Alors Prada qui, on va le voir, d'autres marques rencontrent des difficultés. Prada qui figure dans votre top, malgré donc des perspectives, malgré une économie chinoise moribonde et une croissance économique américaine qui commence à inquiéter. Exactement. Et pourtant, Prada, je reste top. Et alors depuis que j'en ai parlé autour de 61. Alors, elle est cotée à Hong Kong, hein, donc on est en dollars hongkongais, mais elle est 13% plus bas que le moment où je vous en avais parlé. Mais je reste très positif sur Prada parce que, effectivement, j'ai envie de vous dire, c'est l'orage parfait sur Prada. Et quand on regarde les chiffres, quand on regarde les résultats, quand on regarde les perspectives qu'ils proposent, il n'y a strictement rien de négatif. Donc, j'ai envie de vous dire que techniquement, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, j'ai tracé dans un couloir à tendance haussière long terme, il y aurait un couloir de correction légèrement baissier. Et j'ai revu la vidéo où on avait parlé, et j'avais dit, sur 52, c'était un niveau de prix intéressant. Où sommes-nous ? Nous sommes 52. Et il y a eu hier une réaction de marché. Alors, c'était corrigé un petit peu plus bas. Il y a une grosse réaction de marché. Donc, on sent qu'il y a des gros investisseurs qui savent que Prada, c'est pas si mal que ça. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aller chercher le bas de ce canal pour trouver une opportunité autour de 45 dollars ? Ce serait très intéressant. Pour moi, Prada, ça reste une société exceptionnelle et qui est dans le move du luxe ostentatoire. Et c'est peut-être la différence avec le dossier qu'on va parler juste après. Hugo Boss, effectivement, qui est probablement dans l'esprit, en tout cas, des consommateurs, probablement une marque un peu légèrement en dessous, de Prada. Juste pour un dernier mot sur Prada, quand on s'intéresse, on fait de la prospective et qu'on s'intéresse aux exercices 2024, 2025, 2026, les niveaux de marge ne baissent pas. En tout cas, augmentent à la marge, je dirais, mais en tout cas ne baissent pas, ce qui témoigne d'un modèle économique très solide. Le vent souffle de face. Et pourtant, le bateau avance. Le bateau avance. C'est intéressant, ça. Exactement. Ça, c'est des dossiers intéressants. Faut laisser faire et trouver l'opportunité au moment où. Richard le marin. On bascule avec Hugo Boss. Hugo Boss, alors effectivement, Hugo Boss, ça marche pas. Hugo Boss rencontre des difficultés. Je dirais que c'est à l'image de l'Allemagne. Hein. C'est tout simplement à l'image de l'Allemagne. Hugo Boss, alors, pendant mes vacances, j'ai été à San Sebastian et je suis rentré dans un magasin Hugo Boss pour voir un peu l'ambiance. C'est triste à mourir. Quand vous rentrez dans le magasin, vous comprenez le cours de bourse. Et j'invite les gens... C'est souvent le cas, souvent ce qu'il faut faire. Oui, faut le faire. Faut aller faire une expérience client pour voir un peu ce qu'on sent. Et vous avez un magasin Prada, vous avez d'autres magasins autour où c'est l'émulation des jeunes, etc. Vous rentrez dans un Hugo Boss, il n'y a strictement personne. Et c'est triste à mourir. Les vendeuses sont tristes à mourir. Et vous avez l'expression de ce qui se passe. Le dossier est, je crois, pas loin de moins 50% depuis le début janvier. Et depuis notre intervention, on a fait moins 30%. Alors, par contre, on est sur un niveau technique 35 € qui est absolument stratégique. On est sur un énorme couloir, je dirais, long terme, qui fait que 35 est vraiment stratégique. Et on a vu une première réaction, pile poil dessus. Ça rebondit, mais on voit bien que le rebond qu'on voit en bas, et il est compliqué. Il commence à s'essouffler. On est à 37. Ce matin, on est à 37, mais effectivement, c'est pas les perspectives de résultats ne sont pas bonnes. Les révisions de bénéfices se font à la baisse. Du coup, par la force des choses, effectivement, on comprend que c'est plutôt tendu. Du coup, en vous écoutant là depuis le début de votre intervention, on peut noter que l'Allemagne, c'est pas ça. L'Allemagne, c'est effectivement à l'image de son secteur industriel, ça ne va pas. Par contre, l'Italie, qui effectivement à l'image également de son activité économique, l'économie italienne qui se porte plutôt bien actuellement, vous êtes confiant pour les valeurs italiennes. Des choix qui ont été faits, notamment Prada, d'aller beaucoup en Asie, c'est quand même ce qui fait qu'elle se désolidarise de certaines économies qui sont un peu moroses. Et je suis très surpris qu'elle tienne comme ça, parce que la Chine ne va pas aussi bien qu'on pense, mais Prada a l'air de tirer son épingle du jeu par une gamme de produits différents. Enfin, il faut regarder aussi ce qu'ils vendent. C'est un travail de recherche et développement qui a été fait en amont, pour répondre à une demande très spécifique. Et l'ostentatoire. C'est ça, exactement. Ferrari, c'est ostentatoire. Prada, c'est ostentatoire. Et Hugo Boss, elle l'est pas vraiment. Ça l'est moins. Alors, on va basculer sur votre chouchoute, votre valeur préférée, Pandora. Alors, je me souviens que Pandora, moi, j'avais été dubitatif, peut-être pas, mais en tout cas, ne la connaissant pas, je me posais des questions. Je remarque que j'ai quand même eu tort. Depuis le 1er janvier, près de plus de 25% de croissance. Et à son plus haut historique. Nous avons un Ferrari en puissance que personne ne connaît, que personne ne parle. Et cette société est danoise. Enfin, c'est certainement la raison pour laquelle personne n'en parle. Mais j'ai noté à chaque slide là où on était intervenu, je vous avais dit, je trouvais autour de 1000 couronnes danoises, je trouvais que c'était un
prix intéressant, c'était un niveau technique intéressant, et il s'est avéré que c'était le bon prix. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut retenir de Pandora, c'est qu'on est sur des progressions de chiffre d'affaires à venir qui sont phénoménales. On a un développement qui est absolument incroyable. Rappelez-vous ces petites breloques qu'on met à un bracelet et qui se collectionnent. À vrai dire, Pandora, c'est de la récurrence de vente à des gens qui collectionnent des petits charmes, ça s'appelle des charmes, et cette société est absolument phénoménale. Nous sommes actuellement autour de presque 7000 magasins ouverts dans le monde à une vitesse folle, puisqu'ils ont attaqué les États-Unis il y a seulement 20 ans. Cette société est hors du commun, avec, je dirais... alors, on n'est pas dans le luxe, on est entre, je dirais, un produit cher par rapport à ce qu'il est, mais on n'est pas dans l'ultra-luxe, mais par contre, le grand public adore cette gamme de produits, et je vous le dis, je répète, même à 1180, vous voyez, alors là, il y a une résistance technique forte, ça peut travailler entre 1000 et 1200 pendant peut-être plusieurs mois, mais en termes de valorisation, c'est pas cher. C'est pas très cher. Ça peut aller beaucoup plus haut. Moi, je ne comprends pas que ça soit à ce prix-là. Donc, ouais, le père est à 18. Bon, un père à 18, c'est pas donné, mais... C'est pas donné, mais dans le luxe, on voit beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Appliqué au secteur du luxe, aller chercher des 50, 60, ce qui oui, mais même 30, si vous prenez 35, vous multipliez par deux le cours. Non, mais donc effectivement, il y a un levier extrêmement intéressant sur Pandora. Il suffit de s'intéresser aux descentes de compte pour se rendre compte que les niveaux de marge opérationnelle sont très importants, plus de 32% pour la marge d'EBITDA. C'est quelque chose... Alors dans le luxe, voilà, les prix sont toujours... 32, on l'a pas partout. 32, on l'a pas partout. Et même Hermès les sort pas. Donc c'est effectivement très intéressant. On a des niveaux d'activité aussi, les free cash flow dégagés qui sont vraiment intéressants. On a un endettement qui évolue, mais c'est une valeur qui investit aussi régulièrement. Du coup, par la force des choses, on peut même imaginer que la baisse des taux qui est dans le viseur des banques centrales pourrait aider. Donc en fait, voilà, il y a quand même beaucoup de choses très positives autour de cette valeur. Et vous nous le dites régulièrement. À l'inverse de Burberry. Burberry, le drame. C'est même pas une catastrophe, c'est un drame. Ça fait 2 ans que ça baisse à une vitesse folle. Alors j'ai mis exprès un graphique mensuel pour bien réexprimer ce qui se passe dans la société. Nous sommes en perdition totale. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La gamme est un peu obsolète. Le dirigeant vient d'arriver. Le nouveau directeur général est arrivé. Ils ont lancé un chasseur de tête pour trouver un nouveau président. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas de président. C'est catastrophique. Il y a aucune perspective. Et quand on en a parlé, on était autour de 705 livres sterling. Et regardez ce qui s'est passé. Ça a encore baissé, ça baisse. Il y a des gaps. Le graphique laisse des gaps continuellement derrière lui. Ils ne sont pas rebouchés. C'est l'effondrement. Ça fait 2 ans que ça dure. J'ai rarement vu un graphique aussi propre à la baisse. Il est impressionnant. Le graphique de plus long terme qu'on a vu au début de votre intervention est tout à fait édifiant. Près de le sommet à 2800, on est actuellement à 600. Ouais, c'est ça, plus de 55% de baisse depuis le 1er janvier. C'est juste complètement phénoménal. Ça fait 2-3 ans que ça dure. Et ça fait 2-3 ans que ça dure. Donc Burberry, on comprend bien qu'il faut plutôt se mettre à l'écart de ce dossier. On va faire le top flop spécial France maintenant, en parlant d'une valeur que vous aimez bien. Alors, France-Italie et Essilor Luxottica, mais vous aimez bien malgré... Enfin, les difficultés sont derrière eux pour le groupe. Ils ont eu du mal la fusion a eu du mal à se faire, mais maintenant, a priori, c'est bien parti. Une fusion entre 2 caractères forts, ça pouvait faire que des étincelles, c'est clair. Essilor Luxottica, c'est monstrueux. C'est une boîte sur 20 ans qui progresse tout le temps, je crois même sur 30 ans. Sur les dernières années, c'est pareil. Sur cette année, c'est pareil. Ça fait 1 an que je suis ultra positif sur Essilor Luxottica, et il s'avère que ça a tendance à me donner raison, plus 15-20% depuis le début de l'année. C'est la seule valeur du CAC 40 qui est à son plus haut historique. C'est la seule. Et aujourd'hui, je vois pas pourquoi Essilor baisserait. Alors techniquement, j'ai mis une zone autour de 190-195, reboucher ce gap énorme qui a été mis en place. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Essilor, c'est quoi ? C'est des lunettes, on le sait tous. C'est donc du luxe, avec marque Ray-Ban notamment, etc. Donc on est encore dans le luxe, mais c'est aussi de la technologie. C'est le Burberry luxe. Essilor, c'est la technologie. Et qui a investi il y a peu de temps dans Essilor ? Meta. Donc ça veut dire qu'il y a une recherche des Américains de technologie sur, je dirais, peut-être des systèmes de lunettes divers et variés, qui fait que Essilor est intéressant pour un des GAFAM. Moi je vous dis, cette boîte est extraordinaire, elle est au plus haut historique, elle ne vaut pas très cher,
Et pour moi, elle continuera. Alors, comme on dit, où elle va, je le sais. Comment elle va y aller, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est super intéressante. Le père est à 36 quand même, en réalité. Vous me dites c'est pas cher, c'est pas cher. Oui, non, mais c'est pas cher historiquement. 36 pour Essilor, c'est plutôt faible. 36 pour Essilor, c'est plutôt faible. Écoutez, on va suivre avec grande attention. Par contre, à l'inverse, c'est Kering qui, il est quand même à l'image de ses homologues du luxe, rencontre des grandes difficultés actuellement. Je dirais que tout est clair chez Kering. Le graphique l'exprime tout simplement. On a perdu 26% depuis que j'avais été déjà négatif et je le serai toujours. Parce que techniquement, il n'y a rien à attendre, je dirais, sur le graphique, sur long terme, moyen terme, etc. Mais on a une société qui est en perdition, qui a fait des erreurs absolues. Je maintiens que François Pinault, remplacé par son fils, le fils n'est pas le père. Et il y a des choix qui ont été faits depuis longtemps. Moi, je pense à Puma qui a été acheté, puis vendu. On a une instabilité dans les marques que possède le groupe Kering. Et j'ai envie de vous dire, quand ils veulent acquérir quelque chose, le vendeur, il est attaché à sa marque, il est attaché à son histoire de sa marque. Je sais pas, imaginons Burberry s'ils sont vendeurs. Je suis pas sûr que la famille Burberry soit d'accord de vendre à Kering, puisqu'ils sont capables de leur vendre, voilà. Donc LVMH est beaucoup plus stable par rapport à ça. On a un sentiment que Kering ne fait pas les choses qu'il faut pour pouvoir sortir du lot. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que le chiffre d'affaires est extrêmement concentré sur Gucci et Yves Saint Laurent. Baisse de chiffre d'affaires de 10%, je crois, au premier trimestre, c'est 2024. La structuration globale de ce groupe est mal faite et c'était donc dangereux. Ça reste dangereux et il faut une belle collection Gucci pour relancer. Donc ça veut dire qu'on est dans la mode. Donc ça remontera. Mais s'il y a une nouvelle mode, s'il y a une nouvelle collection qui rate, ça va replonger. Donc c'est un dossier qui est instable. Dossier instable. On va finir vos market movers avec un pari. Alors le pari, c'est Téléperformance. Pourquoi ? Téléperformance, ça c'est un pari, donc attention, un pari, on s'entend bien. Mais graphiquement, on est sur un point très très intéressant. Je vous ai mis des niveaux divers et variés intéressants, c'est-à-dire que un rebond technique autour de 100 ici, là, qui remonterait autour de 100, 150, 155, ça fait 50% quand même déjà. Mais 125, ce serait déjà 25%. Donc voilà, on est peut-être sur un couloir qui vient de se mettre en place, je dirais, de rebond technique. Mais vous devinez bien que, vous commencez à me connaître, je ne fais pas mes choix selon la technique. Je fais mes choix selon ce que je ressens. Et à 400 €, on ne s'attendait pas à ce qu'elle s'effondre comme ça. Moi, je suis devenu négatif autour de 300, 350. Et ça fait 2 ans que je disais, mais c'est pas possible. Et début d'année, j'ai commencé à dire, je rentre en neutralité. Je trouve que c'est pricé. On a un niveau de prix qui est faible, très faible. Et les promesses de Téléperformance, à mon goût, commencent à prendre forme. Donc, là aussi, j'ai le sentiment que ça va rebondir, donc c'est mon pari. Mais un pari sur lequel il faut être attentif graphiquement, il faut faire très attention, il ne faut pas rentrer comme un fou. Mais pour moi, Téléperformance, c'est une société qui est en train de muter, qui est peut-être en train de réussir. Et le dernier décrochage qu'on a vu, c'est un décrochage dû à quelques sorties de dirigeants. On a fait quelques chaises musicales. Et je pense que Téléperformance est en train de vraiment mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir relancer la machine. La mutation de Téléperformance est gigantesque, mais l'achat de Majorel, qui était très très cher, a été pricé. Pour moi, le prix, il y est. Et je dirais que les synergies qui existeront et qui commencent à exister entre Majorel et Téléperf devraient commencer à payer. J'ai le sentiment qu'on peut avoir des très belles surprises sur Téléperformance dans les mois qui viennent. Donc peut-être pas maintenant, mais regardez-là de près. Avec attention, parce que pour l'exercice 2024 complet, la direction administrative et financière anticipe une croissance de chiffre d'affaires de 24%. C'est-à-dire que les marchés l'ont pricé, 10 milliards 348 millions de chiffre d'affaires. Le moindre petit écart avec cet objectif sera sanctionné très durement. Alors à vrai dire, moi je pense que s'il y a un petit écart, il sera même pas, il sera pas sanctionné. Il sera pas sanctionné, vous pensez parce alors vous pouvez avoir un phénomène qui arrive souvent sur un dossier qui a fortement baissé, c'est une ouverture avec un gap baissier à l'annonce de la news à moins 10, moins 15, moins 20 et un rachat violent, puissant par les très gros qui savent que c'est pas cher. Ok, très clair, on verra, puisque de toute façon, au-delà de l'activité, il y a aussi la structure bilancière qui a pour projet d'être assainie. L'endettement va baisser, les capex vont se stabiliser, augmenter, donc du coup par la force des choses, il y a quand même de bons indicateurs
indicateurs fondamentaux qui nous laissent penser Il faut que ça réalise. Que ça se fasse. Si Ouais. ça se fait, Il faut effectivement. que ça réalise. Mais si ça réalise, on a une belle performance à obtenir. Paire de 8, effectivement. PER de 8, c'est bien. Et à horizon 2026, je crois que c'est 6. Donc c'est c'est abordable. Ouais. Merci beaucoup, Richard Morin, d'avoir été avec nous ce matin. Richard Morin, vous êtes avec nous très régulièrement. Vous êtes président et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse et avec nous très régulièrement. Et je vous en remercie. À bientôt. On marque une courte page de publicité de notre côté. Et puis juste après, nous recevrons sur le plateau de Téléfinance Eric Lewin. Eric, qui est président de EL Finance et avec qui nous reviendrons sur les pivots des différentes banques centrales de la planète. Mais également, on se posera la question de savoir si l'univers small cap français est toujours intéressant. À tout de suite sur Téléfinance.